Bonjour Aurore Berger, Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes également porte-parole du groupe La République En Marche. Et on démarre bien sûr avec l'attentat de New York, 8 morts, 12 blessés. Il a été commis donc par un Ouzbek immigré et radicalisé qui le planifiait depuis des semaines, qui ne regrette rien et qui assure l'avoir commis au nom de l'État islamique. Quelles leçons tirer de tout cela ? La leçon, c'est qu'il faut continuer à protéger les Français. C'est ce qu'on a fait avec une loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Vous savez, quand on était dans ces débats à l'Assemblée nationale, on avait d'un côté la droite et l'extrême droite qui, d'une même voix, disaient qu'on était en train de désarmer la France, là où, au contraire, on permettait d'avoir, dans le cadre du droit commun, des dispositions qui étaient pérennes. Et puis, on avait l'extrême gauche qui nous disait que, surtout, il ne fallait plus mettre aucune disposition, sortir purement et simplement de l'état d'urgence. On est arrivé à un point d'équilibre qui permet la protection des Français parce que, on le voit malheureusement avec ce qui s'est passé à New York, la lutte contre le terrorisme, évidemment, n'est pas terminée aujourd'hui. Alors on va reprendre justement les deux critiques qui sont faites. Il y a d'abord celle notamment par les Républicains et Marine Le Pen qui disent que justement on aurait mieux fait de rester dans l'état d'urgence, que c'est trop dangereux d'en sortir et que, comme vous l'avez dit, Marine Le Pen assure qu'on est en train de désarmer la France. On ne désarme pas la France. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit une chose simple, l'état d'urgence, ça ne peut pas être un état permanent. C'est un État qui correspond à une situation exceptionnelle, qui a eu son efficacité. 32 attentats qui ont été déjoués pendant l'état d'urgence, grâce à l'efficacité de nos forces de sécurité qui l'ont permis. Mais on doit avoir des dispositions qui sont dans le droit commun, qui permettent à la fois de rendre des libertés aux Français, de ne pas avoir des dispositions restrictives uniquement, et qui permettent évidemment de maintenir un haut niveau de sécurité. Par exemple, on permet d'avoir des périmètres de protection qui vont permettre de donner des prérogatives particulières à nos forces de sécurité. Tout cela dans le droit commun et dans le respect de l'état de droit. Oui, mais justement, faire entrer dans le droit commun un certain nombre de mesures qui étaient dans l'état d'urgence, il y a un risque, et c'est ce que dit par exemple Daniel Obono, qui était notre invité hier de la France Insoumise, il y a un risque d'atteinte aux libertés. Écoutez-la. Aujourd'hui, nous considérions, ainsi que beaucoup de spécialistes de la question, que l'arsenal juridique est suffisant, qu'il faut certainement le renforcer, l'améliorer, mais que les reculs que cette loi fait entrer dans le droit commun se font au détriment des garanties de liberté, y compris de sécurité, parce que pour nous, plus de liberté, ce n'est pas moins de sécurité, au contraire. Voilà, plus de liberté, c'est pas moins de sécurité. Déjà, elle est contradictoire dans l'extrait qu'on vient d'entendre, puisqu'elle dit c'est suffisant, mais il faut peut-être améliorer certaines choses. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est une posture qu'on a eue de la part de l'extrême gauche au sein de l'hémicycle, qui en effet ne voulait pas d'un texte qui puisse protéger les Français. Nous, on a trouvé ce point d'équilibre. Je vous assure, c'était très intéressant de voir cet hémicycle qui était tiraillé d'un côté entre cette extrême gauche et de l'autre côté, vous l'avez dit, entre des positions conjointes entre la droite et l'extrême droite. Nous, on a permis ce point d'équilibre qui est qu'on doit avoir dans le droit commun, non pas des transpositions de ce qui se passait dans l'état d'urgence, on n'a pas transposé les dispositions de l'état d'urgence, on a permis justement d'avoir des libertés rendues aux Français, c'est le fait justement qu'on sorte de l'état d'urgence, tout en ayant un niveau de protection qui est élevé. Qui peut dire, après ce qui s'est passé malheureusement encore à New York, qu'on n'a pas besoin d'avoir un haut niveau de protection des Français? On en a besoin, mais dans le droit commun, dans le respect de nos règles, dans le respect justement des libertés individuelles et des libertés publiques. Le ministre Gérard Collomb n'exclut pas de revenir à l'état d'urgence si ça devait s'imposer. Il a dit une chose qui est évidente et qu'il a dite pendant des mois. L'état d'urgence, ça correspond à une situation exceptionnelle. C'est une disposition qui est prévue par notre Constitution. Donc, dans un cas où on aurait une situation tout à fait exceptionnelle, on peut avoir une disposition qui est exceptionnelle, qui est celle de l'état d'urgence. C'est ce qu'on a dit, évidemment, depuis des mois. Mais on a aujourd'hui un arsenal juridique, judiciaire, qui nous permet d'être là dans la durée. Souvent, on a eu la volonté parfois d'utiliser le droit, de tordre le droit pour qu'à chaque fait divers, eh bien, on ait une nouvelle loi, notamment sur les questions de sécurité. Nous, ce n'est pas notre souhait, c'est justement d'avoir des dispositions pérennes parce qu'on sait que ce qu'on doit mener, le combat qu'on doit mener face au terrorisme, c'est un combat malheureusement qui est dans la durée. Alors, parlons du groupe La République En Marche. Vous savez qu'il est accusé, on lui dit, en fait, c'est un groupe godillot, une simple courroie de transmission du gouvernement, un groupe qui serait un peu dans une logique d'encerclement et qui donc refuserait tout amendement, tout débat. Alors c'est faux déjà sur les amendements qui ont été proposés par l'opposition. On en a accepté un certain nombre, tant dans les différentes commissions que nous avons à l'Assemblée que parfois également en séance,
qui viennent. Tous les autres groupes quand même se plaignent, disent c'est vraiment, ils sont tous là, ils sont rangés, alignés, et c'est très difficile de les faire bouger, ne serait-ce que sur un amendement, sur un texte. Je pense qu'on surprend peut-être les autres groupes parce qu'ils ont été habitués à avoir des gouvernements qui ne respectaient pas leurs engagements de campagne. Et nous, il se trouve que le gouvernement qui propose les différents projets de loi, eh bien, en effet, met en application, met en œuvre ce qui était dans le projet présidentiel. Moi, l'engagement que j'ai pris quand j'étais candidate aux élections législatives, c'est de respecter et de mettre en œuvre un projet pour lequel les Français ont voté à l'élection présidentielle et pour lequel ils nous ont donné une majorité au moment des élections législatives. On est là pour mettre en œuvre un projet de transformation du pays qui impose en effet qu'on ait un rythme élevé. Alors peut-être que certains s'en plaignent. Jean-Luc Mélenchon avait besoin de vacances cet été. Nous, on a assumé d'avoir un rythme qui était un rythme extrêmement soutenu parce que je pense que c'était ça qui était attendu de nous d'une part. Et en effet, on met en œuvre un projet. C'est pas ça, être godillot. Ça veut dire que nous, on garde notre initiative, évidemment législative, de pouvoir proposer un certain nombre de dispositions différentes, de pouvoir améliorer la loi. C'est ce qu'on a fait. Par exemple, quand on a eu la question des ordonnances sur le dialogue social, on a augmenté les indemnités légales de licenciement. C'est un amendement de notre groupe qui a permis d'augmenter les indemnités légales de licenciement. Quand on dit, par exemple, dans le cadre de la sécurité sociale, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qu'il faut mettre en place une taxe spécifique sur les boissons les plus sucrées pour lutter contre l'obésité, parce que dans les pays où ça a été mis en place, eh bien on le voit, ça a eu un effet notamment sur les plus jeunes enfants. Là encore, c'est notre groupe qui a été à l'initiative de cette proposition. Donc, on propose, et on propose dans un cadre qui est simple, qui est le mandat que les Français nous ont donné. Alors, je vais faire un peu de la rhétorique macronienne. En même temps, oui. on voit quand même que c'est un groupe qui est fait un peu, je ne vais pas dire de bric et de broc, mais de gens venant d'origines différentes. Oui. Et on commence à voir des signes qui pourraient peut-être être un jour des signes d'éclatement. On voit par exemple sur l'ISF, il y a Frédéric Barbier qui a pris des positions qui n'étaient pas exactement celles du groupe, sur les allocations familiales, sur la CSG, sur le glyphosate. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement à terme un risque d'éclatement de ce groupe ? Non, parce que ce qui nous lie, c'est justement le projet sur lequel nous avons été élus. Et c'est ce projet qui nous réunit. Pour avoir voté Emmanuel Macron... Sur des points précis, par exemple, je vous dis, sur les questions économiques, sur le budget, sur l'ISF, il y en a un certain nombre qui disent ça va un peu loin, ça va trop loin vers le libéralisme. Vous savez... Pour voter Emmanuel Macron, il faut bien venir de quelque part. Donc forcément, les Français qui ont voté pour nous et les parlementaires aujourd'hui que nous sommes, on a tous des parcours qui sont différents. Certains ont un parcours qui a un engagement politique, à gauche, à droite, au centre. Et puis d'autres n'avaient pas d'engagement politique. Et c'est d'ailleurs la force de notre groupe, c'est que beaucoup viennent de la société civile. Donc on a nos parcours et nos sensibilités. Mais elles se retrouvent aujourd'hui autour d'un projet, encore une fois, sur lequel on a été élu. Vous parliez de l'ISF. On supprime l'ISF. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un impôt qui est inefficace. Et que nous, on appartient à un groupe politique et on soutient un président de la République qui n'est pas pris en permanence en étau par des espèces de tabous, de totems qu'il ne faudrait absolument pas toucher. Donc nous, on considère qu'un impôt inefficace, on le supprime. De la même manière, un impôt injuste comme la taxe d'habitation, eh bien, on la supprime pour 80% des Français. Oui, mais le souci, on va vous répondre, c'est que supprimer l'ISF, instaurer une flat tax, etc., ça fait 5 milliards pour les plus fortunés et ça fait cette image qui est en train de coller à la peau du président Macron, du président des riches. On met 2,5 milliards d'euros justement, par exemple, pour les personnes, les adultes handicapés, pour revaloriser l'allocation adulte handicapé. On augmente le minimum vieillesse. Donc on a des dispositions spécifiques pour celles et ceux qui sont les plus fragiles, parce que c'est notre responsabilité, notre devoir de protéger les plus fragiles. Mais je vous parlais de la suppression de la taxe d'habitation. Qui va le plus en bénéficier ? 80% des Français, c'est clairement les classes moyennes, les classes populaires qui vont le plus en bénéficier. Ça va être en moyenne 500 € de pouvoir d'achat qui va leur être restitué. Donc vous contestez cette image du président des riches ? Mais je conteste cette image pour la bonne et simple raison que moi je sais le budget qu'on a voté et je sais que dans ce budget, c'est un budget justement qui est fait pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. La seule différence avec ce qui s'est passé précédemment, c'est qu'on a considéré que pour soutenir les classes moyennes, on n'avait pas besoin de taper sur les riches. Parce que le problème de notre pays, c'est pas qu'on est trop de riches, c'est qu'on est encore des Français qui souffrent de la pauvreté. Donc, il faut pouvoir sortir les Français qui sont aujourd'hui dans une situation de pauvreté par le travail. Et c'est ça qu'on fait avec des réformes clés sur la question des politiques de l'emploi notamment. Par l'étude, les études, c'est la réforme qu'on fait au sein de l'éducation nationale, où dans les quartiers les plus défavorisés, on a aujourd'hui des classes de CP qui sont à 12 élèves par classe, qui est une réforme qui a été unanimement saluée par les enseignants, par les parents, et je crois qui est appréciée aussi
par les enfants qui peuvent en bénéficier. Et c'est la réforme aussi que l'on mène au sein de l'université, qui est aussi une réforme en matière de pouvoir d'achat, puisque par exemple les étudiants n'auront plus à payer la sécurité sociale étudiante qui ne les protégeait pas bien. On rend 100 millions d'euros de pouvoir d'achat aux étudiants. Alors, puisque vous évoquez la réforme de l'université, en même temps, beaucoup de gens disent que ce sont des demi-mesures, vous n'osez pas vraiment aller au bout de la logique, vous n'allez pas aller jusqu'à ce qu'il faudrait, c'est-à-dire la sélection. Écoutez Bernard Accoyer, il était sur ce plateau il y a 2 jours. Ce que j'ai surtout compris, c'est que c'est un renoncement, c'est un recul. Le gouvernement a eu peur de mettre en œuvre pourtant un des engagements d'Emmanuel Macron, qui est la sélection, qui est indispensable pour accéder à l'enseignement supérieur dans notre pays. Le nombre des étudiants qui accèdent à l'enseignement supérieur explose, on ne peut plus répondre, et donc il faut prendre des décisions. Mais ces décisions exigent du courage. Voilà, c'est du renoncement, manque de courage, vous n'allez pas jusqu'à la sélection. Déjà, ce n'est pas un renoncement, parce que ce qu'expose Bernard Accoyer n'était pas dans le projet du candidat Emmanuel Macron et du président de la République. Peut-être aurait-il dû le lire, il serait moins étonné justement qu'on mette en œuvre ce projet. Sur le fond, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il fallait pas aller clairement plus loin et donc admettre la sélection? Mais sur le fond, on a l'impression qu'il regrette que le nombre d'étudiants qui souhaitent entrer à l'université et entrent à l'université explose. Moi, je suis heureuse qu'on ait de plus en plus d'étudiants qui accèdent évidemment à des études supérieures. On ne va quand même pas regretter qu'on ait de plus en plus de personnes, d'étudiants qui soient qualifiés, puisque c'est aussi ça, c'est sortir avec une qualification qui prépare demain un métier. Le choix qu'on a fait, c'est de dire qu'on arrête ce système absurde du tirage au sort, qui était un système inique, qui faisait que des étudiants n'avaient pas le droit d'accéder aux études auxquelles ils pouvaient prétendre, et on met en place un système qui fait que vous avez le droit, évidemment, de postuler, d'entrer dans la sélection, dans la filière de votre choix. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas forcément au niveau, pour lutter contre une sélection de fait qui se faisait par l'échec, eh bien, on met justement du sur-mesure pour ces étudiants, avec des heures supplémentaires, avec des trimestres, voire des semestres de cours, qui vont leur permettre de s'adapter. Aujourd'hui, la sélection, elle se fait par l'échec. 90%, par exemple, des étudiants qui viennent de filières technologiques échouent. Nous, on a envie que ces étudiants, au contraire, puissent réussir. Et pour réussir, on leur donne évidemment la liberté de choix dans les études qu'ils veulent poursuivre. Et on leur dit, par contre, si vous, de fait, vous voyez que vous n'êtes pas aligné par rapport à ce qui va être attendu de vous, eh bien, vous aurez droit à des heures de cours supplémentaires pour que vous soyez à niveau et que vous puissiez réussir. Vous avez entendu Laurent Wauquiez, il a eu des mots très durs pour le président de la République. Il a parlé d'un président arrogant, le désert de son âme, un président qui n'aime pas les Français. Et puis sur le fond, il a dit en gros, il ne fait pas les vraies réformes qu'il faudrait faire. Il a peur il parle de sujets qu'il considère comme toxiques, l'immigration, le communautarisme, etc. Donc voilà, un président arrogant et qui en fait ne réforme pas vraiment. Vous savez, quand on parle d'arrogance et qu'on parle de Laurent Wauquiez dans la même phrase, en général, on a plutôt envie de lier les deux plutôt que de les disjoindre. Donc ça, c'est quand même assez amusant que ce soit lui, en effet, qui ait ce genre de propos. Je ne sais pas quelles sont les réformes que souhaite faire Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est le projet qui était porté par François Fillon? Est-ce que c'était le projet ensuite qui était porté dans le cadre des législatives? Parce que ce n'était pas le même. Est-ce que c'est le projet aujourd'hui de Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est aller jusqu'à tendre la main au Front National? Parce que de fait, il a exclu des ministres qui ont accepté de participer à un gouvernement de transformation de la France. Mais il refuse d'exclure, par exemple, le président de Sens Commun qui lui dit il faut tendre la main au Front National, il faut demain pouvoir faire une alliance, par exemple, avec Marion Maréchal Le Pen. Donc vous voyez, est-ce que c'est ça, la droite française aujourd'hui, la droite républicaine qui a été fondée par Alain Juppé, par Jacques Chirac? Je crois que Laurent Wauquiez s'en éloigne énormément. Il a eu beaucoup de mépris aussi dans ses propos pour un certain nombre de communes françaises. Le maire de Saint-Étienne, qui est pourtant issu de la même formation politique que la sienne, s'en est justement ému, en parlant d'un vrai mépris de la part de Laurent Wauquiez pour la province. Donc vous voyez, encore une fois, je pense que l'arrogance, elle n'est pas là où la situe Laurent Wauquiez. L'exclusion des ministres et des députés qui étaient encore républicains et qui étaient pro-Macron, est-ce que objectivement c'est pas cohérent? Est-ce que c'était pas nécessaire de le faire? Est-ce qu'on peut être à la fois dans un gouvernement et membre d'un parti de l'opposition? Et nous, on a fait un choix qui est justement de refuser le sectarisme, qui fait que vous pouvez être au sein de La République En Marche et avoir une double appartenance, une appartenance à une autre formation politique. Le sectarisme, il n'est pas chez nous, il est chez ceux qui ferment la porte, qui considèrent qu'il faut se rétrécir. Mais le rétrécissement qu'on a vu, aussi bien au sein du Parti socialiste qu'au sein des Républicains, les a conduits à ne pas être au second tour d'élection présidentielle, à être aujourd'hui, en effet, dans les oppositions, là où on promettait aux Républicains d'être, quoi qu'il arrive, de remporter l'élection présidentielle puis les législatives.
Donc je ne suis pas certaine que pour leur propre formation politique, ça leur ait fait du bien. Je vois juste qu'il y a un rétrécissement idéologique, il y a un rétrécissement de la pensée au sein de ces différents partis politiques qui fait qu'ils ont perdu aussi en cours énormément de Français, énormément d'électeurs. Christophe Castaner, désigné par le président Macron pour être le secrétaire général de la République En Marche. Il y a un côté un peu fait du prince. On est très loin d'un nouveau mouvement moderne, qui était l'esprit des marcheurs, non? Déjà, Christophe Castaner, il sera, je l'espère, élu. Et il sera élu par un conseil national le 18 novembre prochain. Oui, mais enfin, c'est une formalité. Il y a pas, mais pourquoi c'est une formalité? C'est une formalité tout simplement parce que Christophe Castaner fait l'unanimité. Il fait l'unanimité autour de lui, tant des membres du gouvernement qui ont participé à la fondation de la République En Marche que des parlementaires. Moi, je l'ai parrainé et on a été extraordinairement nombreux à le faire. Que tout simplement des référents départementaux, des marcheurs. Vous le verrez, il déposera cet après-midi les parrainages qu'il a reçus et vous verrez la diversité des parrainages qu'il a reçus. Moi, j'ai connu d'anciennes formations... Donc, c'est pas choquant que ce soit le président qui choisit, c'est que... Encore une fois, il y aura un vote le 18 novembre prochain. Est-ce que le président de la République, qui a été le fondateur du mouvement, a le droit d'émettre un avis? Je pense que ça choque personne que ça puisse en effet être le cas, donc qu'il y ait un avis du président de la République, parce que président fondateur de la République En Marche, ça me paraît en effet assez légitime, mais il y aura un vote. Moi, j'ai vécu des anciennes formations politiques où on avait des guerres absolument insupportables en interne pour savoir qui allait être le président du mouvement. Je me souviens de ce qui s'était passé entre François Fillon et Jean-François Copé. Est-ce que c'est ça, la politique dont on a envie, des congrès du Parti socialiste, de Rennes à Reims? Est-ce que vraiment c'est l'image qu'on a envie de donner des formations politiques? Nous, on a tout simplement une formation politique mais c'est plus simple parce que c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Parlons de la vague contre le harcèlement. Vous y avez vous-même participé. Vous avez, dans un tweet, dénoncé un responsable d'agence, si je me souviens bien. Aujourd'hui, ça prend une ampleur absolument incroyable. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, vient de démissionner. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est logique, c'est bien, on va au bout des choses? Ou au contraire, ça commence à déraper? Moi, je pense que ce qui est bien, c'est que la parole des femmes se libère et qu'elle soit enfin entendue. Parce que c'est ça qui a longtemps été difficile, c'est que où est-ce que les femmes pouvaient aller témoigner, à qui elles pouvaient se référer, notamment au sein du milieu de l'entreprise. C'est extrêmement compliqué quand vous êtes victime de harcèlement, quel qu'il soit, encore plus de harcèlement sexuel, de savoir à qui vous adresser pour pouvoir y mettre un terme. Donc ça, si ça permet aux femmes de se sentir suffisamment fortes pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir alerter, alors c'est bien. Par contre, en effet, il ne faut pas qu'on ait un tribunal qui devienne un tribunal médiatique et il faut que le tribunal, ce soit celui de la justice. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on a une présomption d'innocence. On n'a pas de présomption de culpabilité dans notre pays. Sinon, on changerait complètement la nature de notre droit. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. Il faut que la justice soit saisie. Il faut que les femmes qui, encore une fois, s'en sentent capables, parce que ce n'est pas toujours évident, portent plainte, que la justice puisse suivre son cours et puisse dire si oui ou non il y a eu des actes de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir changer la culture de notre pays pour que la parole soit plus entendue, plus écoutée de la part des femmes, mais pas qu'on en vienne justement. Et aussi de la part de la justice, peut-être, non? Mais la justice, elle est à l'écoute à partir du moment où elle est saisie. Et donc, il faut en effet qu'elle puisse être saisie de manière plus régulière. Vous l'avez vu dans ces différentes affaires, les femmes parlent après des années. Souvent, on en vient à questionner leurs paroles en disant « mais pourquoi elles attendent si longtemps ?» Elles attendent si longtemps aussi parce que c'est difficile de parler, parce qu'on s'expose en parlant. Brièvement, c'est un peu lié au même sujet, c'est le sujet de la parité. Il y a une pétition qui est signée par des personnalités et qui réclame, qui demande un congé paternité allongé de 6 semaines et donc qui se rapproche de celui des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coupure dans la carrière des femmes. C'est-à-dire qu'entre leurs 30-35 ans, à partir du moment où on estime qu'elles pourraient tomber enceintes, étonnamment, eh bien, la courbe des salaires ne suit pas la courbe d'évolution qui devrait suivre. Parce qu'il y a cette présomption de « elles vont avoir un enfant, elles vont s'arrêter, elles vont être moins disponibles ». Donc c'est vrai que s'il y a une forme de rééquilibrage, moi je pense que ça peut être intéressant. Et c'est une piste en tout cas qu'il va falloir étudier. Merci Aurore Berger, bonne journée.